Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce dimanche après-midi à Thionville pour cette deuxième édition du festival Politeia avec cette table ronde autour de l'art. L'art est-il facteur de progrès humain? Avec José Alvarez et Julien Sérignac. José Alvarez, vous avez créé et vous dirigez les éditions du regard. Très beau titre d'ailleurs. Enfin, on va parler justement de ce que c'est que regarder aussi une œuvre, regarder un tableau, être regardé par elle. Vous avez donc créé et dirigé ces éditions du regard depuis 1978. Vous êtes l'auteur de nombreux livres et catalogues consacrés à l'architecture, à l'art, au design, à la photographie. Vous avez publié également 2 romans, Anna la nuit chez Grasset, avec la mort en tenue de bataille. Vous avez également consacré un très bel ouvrage sur ce couple mythique intitulé Helmut et June, portrait croisé. On évoquera d'ailleurs. Et June Newton. Une erreur, vraiment, on aurait dû mettre Helmut et June Newton sur le livre. Enfin, qui connaît Helmut et June? On connaît Newton, mais pas le couple. Voilà, une erreur d'éditeur. C'est une erreur d'éditeur. Moi, c'était mon titre, mais l'éditeur à Grasset aurait dû me dire non, il faut mettre Newton. Le livre a bien marché quand même. Et vous avez consacré également un essai à François Pinault, intitulé François Pinault, artiste contemporain. Julien Sérignac, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur général de Charlie Hebdo. Vous dirigez actuellement le musée Picasso à Paris. Et vous avez écrit ce livre nécessaire justement en ces temps curieux, L'art menacé du dessin de presse, comment défendre la caricature dans une société fracturée. Alors, ce qu'on va faire aussi ensemble aujourd'hui, c'est à la fois de réfléchir à cette question qui est, somme toute, assez ardue. L'art est-il facteur de progrès humain? Mais déjà s'interroger sur le rapport que vous avez à l'art et qu'est-ce que c'est que regarder une œuvre, que ce soit à travers le dessin de presse, le tableau ou même à travers l'architecture. Et pour justement lancer le débat et la réflexion, je voulais vous faire entendre, et on en parlait d'ailleurs juste avant, la voix de Daniel Arras, qui s'interrogeait justement sur ce qu'est un tableau et qu'est-ce qui fait qu'on est fasciné par une œuvre. On va entendre la voix de ce grand critique Daniel Arras et je vous poserai ma question à tous les deux. Comme le disent les Goncourt à propos d'un tableau de Chardin, à un certain moment, la peinture se lève. Elle se lève et à ce moment-là, elle me prend, elle vous prend. Et là, il y a une véritable émotion. Alors, de quel type est cette émotion? Ça, c'est difficile à dire. En revanche, qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête et qu'on ne peut pas s'en détacher? Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pile, à la fin du XVIIe siècle, l'œuvre vous appelle. En ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. Je suis quelqu'un qui écrit. Ma pensée, c'est avec les mots qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture, ou une peinture en général, eh bien, elle pense, et elle pense non-verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parle, comme dit Roger de Pile, elle a quelque chose à me dire, mais il se trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose, qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture, m'arrête et me fixe. Julien Sérignac, vous qui avez consacré un livre au dessin de presse et de manière plus générale aussi mené une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un dessin, sachant que dans le dessin de presse, il y a évidemment le texte, mais il y a déjà, et d'abord et avant tout, le dessin. Est-ce qu'on pourrait dire que aussi le dessin de presse, c'est une œuvre, une œuvre d'art aussi qui pense pour nous? Alors, je ne sais pas si l'œuvre pense, mais en tout cas, elle fait penser et elle doit faire penser. C'est ce qui caractérise un bon dessin de presse, ce qui distingue un bon dessin de presse d'un mauvais dessin de presse. C'est le bon dessin, c'est pas celui qui choque ou qui fait rire, c'est celui qui donne à penser et qui fait enclencher la réflexion. Moi, je pense que pour répondre à la première question, effectivement, donc dans un dessin de presse, il y a à la fois toute une partie non verbale, comme le disait Daniel Arras, et puis il y a aussi une partie verbale. Donc c'est ce qui distingue un dessin de presse d'un tableau. En revanche, la manière dont on regarde et on apprécie un tableau ou un dessin de presse devrait être la même, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'un tableau, il y a quelque chose de noble dans un tableau. On sait qu'il faut rester un moment devant un tableau pour
pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir en saisir l'intention, les spécificités, l'intérêt, la dimension esthétique, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas devant un dessin de presse. C'est-à-dire un dessin de presse, on s'arrête souvent à une première émotion qui n'est pas forcément une émotion très réfléchie, ni une émotion qui serait amenée à changer devant un tableau. Donc on a deux postures qui sont différentes. Voilà, on va parler peut-être de posture, entre la posture qu'on a en général devant un dessin de presse et devant un tableau. Et ce que j'essaye d'expliquer dans cet ouvrage-là, parce que je considère que le dessin de presse est un art, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre spécifiquement pour cet ouvrage-là, c'est qu'il faudrait, quand on est face à un dessin de presse qu'on n'apprécie pas, parce qu'on est choqué, parce qu'on ne le trouve pas drôle, parce qu'on le trouve, on le trouve de mauvaise qualité, tout simplement, de se poser davantage et de rester un peu plus longtemps que la seconde où on a jugé le dessin. Voilà, donc il y a plusieurs étapes dont je parle dans l'ouvrage, qui sont l'observation, déjà, de ne pas passer à côté d'un élément du dessin, ce qui arrive très souvent quand il y a en général des quiproquos, et puis ensuite comprendre quel est le contexte, quelles sont les références sur lesquelles s'appuie l'auteur, et puis ensuite l'interprétation, quelle est l'intention du dessinateur, qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Et seulement après ces étapes-là, on peut juger. Voilà. Donc, à mon avis, il y a deux postures qui sont en général assez différentes, mais qui devraient être finalement qui ne devraient pas tellement l'être. Voilà. José Alvarez, vous, dans la longue pratique que vous avez, et avec ce titre si beau des éditions du regard, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez une œuvre et qu'une œuvre vous fascine, que l'œuvre vous appelle? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Quel sentiment vous avez face à une œuvre à un moment donné qui vous saisit? Est-ce que vous arrivez à le passer d'abord par des mots, ou est-ce qu'il y a déjà une émotion qui passe même sans les mots? Il y a toujours trop de mots, je trouve. Alors après, Daniel Arras, c'est ce qu'il a dit. J'étais très ami de Daniel. Et parler de ce que l'on voit des œuvres après lui, c'est à plus près, d'accord, merci. C'est réel. Il me semblait que c'était trop fort quand c'était trop près de la bouche, non? Non, ben vous me direz. Enfin, en tout cas, non, parce que j'assistais à ces conférences et qui passait derrière lui était pitoyable, toujours. Même les plus grands, j'entends. Donc, je ne parlerai pas d'œuvre, je dirais simplement que, enfin, je n'écrirai pas, je ne dirai pas ce que je pense, parce que chacun a sa perception, évidemment, et heureusement d'ailleurs, mais c'est inexplicable de toute façon, il n'y a pas de mots. Daniel disait, je suis un homme de mots, et puis en plus, voilà, mais quand il regarde, il n'a plus de mots. Il ne dit rien, il écrit après peut-être, très très bien d'ailleurs, mais c'est davantage sur le contexte, sur l'histoire, sur les possédants de ces œuvres qu'il parle davantage que sur les œuvres elles-mêmes. Bref, je pense que chacun, et ça c'est une chose vraiment essentielle, chacun doit regarder selon ses moyens de regard, parce qu'on n'a pas tous la même faculté, on n'a pas tous le même regard, heureusement d'ailleurs. Et ce qui me plaira moi et que je trouverai fondamentalement beau ou émouvant peut tout à fait glacer ou dégoûter un autre. Enfin, oui, c'est très très curieux. Je vais vous parler d'un ami artiste dont je connais très bien l'œuvre. Je vous en ai parlé tout à l'heure en coulisses. Et d'ailleurs, pour lequel j'avais commandé, j'avais commandé à Daniel Arras d'écrire une grande monographie. C'est l'artiste allemand qui fait sa carrière en France depuis 30 ans maintenant, qui est Anselm Kiefer. Et Anselm Kiefer, au début de sa carrière, son œuvre était vue par la critique française, un peu socialo, machin, comme elle l'a toujours été d'ailleurs. Et c'est pas du tout sur un plan politique que je dis ça avec agressivité, hein. C'est que les gens ne regardent pas vraiment et ne font surtout pas, les journalistes en France, ne font surtout pas le travail nécessaire à la compréhension d'une œuvre complexe. Bon, je te ferme la parenthèse. Et donc, j'avais demandé à Daniel, qui était le pauvre, il est mort d'une maladie de Charcot à l'âge de 59 ans. C'est un drame pour nous tous, c'est une perte pour nous tous, mais essentielle. Et je lui avais commandé, en 98-99, une grande monographie sur Kiefer qui n'existait pas dans aucun pays. Et je lui ai dit, C'était presque un travail de commande, parce que comme il appréciait l'œuvre et l'homme, et qu'il savait qu'il n'y avait rien d'ambigu dans le personnage ni dans l'œuvre, qu'il rétablisse la situation. Et c'est ce qu'il a fait.
Et son regard, du coup, était à la fois un regard plastique, un regard d'amoureux de l'art, mais c'était aussi un regard politique, un regard sociologique, un regard vraiment beaucoup plus politique d'une certaine manière. Il a réussi, comme il était très très talentueux, à transformer le regard de milliers d'autres personnes qui, tout à coup, en lisant ce livre, ont compris, enfin vu, que Kiefer n'était pas un nasillon, comme le directeur d'Art Press le disait 2 ans avant. Voyez ? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce même directeur d'Art Press, qui est un ami, sinon je n'en parlerai pas évidemment, quand le livre de Daniel Arras est sorti sur Kiefer, il a fait un très très bon papier dans Art Press, et il a fait son mea culpa. Il a complètement retourné sa veste avec générosité, avec intelligence, parce que c'était un homme intelligent, et il s'est dit oui, d'accord, je n'avais pas vraiment compris. Alors ça, on revient à l'art et peut-être à l'idée première de cette communication, mais pour dire qu'effectivement l'art est important pour nos sociétés, et on voilà un exemple, par exemple, mais je dirais aussi que regardez les tableaux, et je m'adresse à vous, public, c'est peu importe de quelle manière on regarde, mais il faut regarder et passer du temps à regarder. Évidemment, si vous ne ressentez rien, vous passez votre chemin, mais si vous ressentez un minimum de quelque chose, quoi que ce soit, insistez et vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps. Justement, vous parliez d'Anselme Kiefer, on va entendre sa voix et c'est intéressant puisque dans sa manière qu'il a de travailler, ça interroge aussi le rapport qu'on a à l'art, le rapport que l'artiste a à son propre travail, mais aussi, ça peut aussi interroger le rapport du public et des spectateurs. On va entendre sa voix et justement, je vous poserai ensuite ma question. Ansel Kiefer. Pour que je commence une chose nouvelle, il faut un choc. Alors, ce choc, ça peut être un paysage, ça peut être une circonstance dans la nature ou un livre. Alors, avant que je commence le matin, je vais dans ma bibliothèque et je tire un livre et c'est presque toujours le Encore vrai, maintenant? Vous le faites encore tous les matins? Ce matin, pas. Ce matin, c'était pas, mais normalement, je tire un livre et was heißt ein Zufall, Waltraud? Un hasard, c'est le mot hasard. Et je crois qu'il n'y a presque pas des hasards. Moi, je prends toujours le livre qu'il faut. Et ça vous met en état de quelque chose? Oui, ça me porte dans un monde, dans un autre monde. En même temps, vous dites aussi souvent qu'il n'y a de réalité que celle qui existe en poésie, que finalement, c'est cela la réalité. Ça veut dire que vous vous branchez sur cette réalité-là qui est la réalité du poème? Oui, alors, si c'est un poème ou un livre qui est vraiment très précis, très, très bien travaillé, ça c'est pour moi la réalité. Vous n'êtes pas réel, vous êtes une illusion, tout ça ici. Mais ça, ce sont mes réalités. Par exemple, vous avez l'impression, en ayant découvert la littérature, les poèmes de Paul Celan, en ayant découvert Ingeborg Bachmann, enfin, tous ces poèmes avec lesquels vous vivez depuis si longtemps, Ansel Kiefer, que c'est votre réalité, que c'est un endroit de la réalité pour vous. C'est ma réalité, oui. Ce sont comme des trucs dans la mer, des boyen. Qu'est-ce que c'est ça, boy? Des bouées. Ce sont des bouées dans la mer. La mer, c'est infini, c'est dangereux, il n'y a presque rien à voir, que juste les vagues. Mais là, il y a des boyens. Des bouées. Des bouées. Et pour moi, les poèmes, ce sont mes bouées où je nage de ceux à ceux. Comme ça, je me tiens à vie. Vous vous tenez en vie. Oui, je me tiens à vie, on peut dire. Oui. L'art comme une bouée, on se tient en vie. Et Julien Sérignac, dans L'art menacé du dessin de presse, vous dites admirablement la chose suivante: le dessin de presse constitue ainsi un refuge, un lieu de consolation doublé d'un espace de liberté et de légèreté, un abri contre l'uniformisation du monde et l'aveuglement de la pensée. Le dessin, comme la lecture du journal, s'inscrit toujours dans un temps et un espace à part, dans un moment de fuite salvateur au sens laboritien. Est-ce que vous diriez aussi, un peu comme Ansel Kiefer, que le dessin de presse, il fonctionne aussi un peu, finalement, comme une bouée, on se tient aussi en vie contre aussi le monde et sa violence?
Je ne connaissais pas cette image-là, et elle est très belle, effectivement, c'est ça, c'est une bouée, c'est quelque chose à laquelle on peut s'accrocher, je trouve ça très fort. Il y a Paul Valéry qui parle de cloître, hein, c'est-à-dire que face à la modernité du monde, pour revenir au sujet, enfin, et au progrès, à l'accélération du monde, etc., Paul Valéry parle de la nécessité de cloître, et l'art est une forme de cloître, et j'en parlais pour parler du dessin de presse, mais je pense que l'art vraiment est un de ces cloîtres. Par rapport à l'extrait qu'on a entendu, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette idée de choc, c'est-à-dire qu'à la fois on part d'un choc, et quand on est dessinateur de presse, Rhys le dit, il faut être indigné. Enfin, moi je l'ai entendu chaque semaine demander à ses dessinateurs et à l'équipe de dessiner sur les thèmes qui les indignaient et qui trouvaient insupportables. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de transmettre ça dans le dessin pour effectivement créer ce choc-là, et ensuite de donner à réagir pour, encore une fois, essayer de progresser et d'améliorer la marche du monde. Donc cette idée de progrès, de choc est très intéressante, pardon. Et l'autre, et pareil, dans l'enregistrement, un autre mot qui m'a fait réagir, c'est le mot de hasard. C'est-à-dire que dans le dessin, par nature, il y a du hasard. En général, les dessinateurs de presse travaillent en mettant en relation un, deux, voire trois faits d'actualité. Et c'est ce qui fait émerger une réalité, si on reprend les termes de l'enregistrement, une réalité qui n'était pas visible, si on reprend cette imagerie-là du regard, etc. Quelque chose qui n'était pas visible et qui devient visible en mettant par hasard deux réalités côte à côte. Celle qui fait parler de ce rapport aussi justement au regard. José Alvarez, vous avez consacré, vous le disiez, un certain nombre de monographies aussi à Anselm Kiefer. Comment se constitue aussi ce travail? Parce qu'avant on parlait de pensée verbale et non verbale entre le texte et l'image. Là je parle plutôt à l'éditeur. Oui, c'est une très bonne question. En fait, pourquoi les éditions du Regard d'abord? Lorsque j'ai créé les éditions en 78, je cherchais un nom, évidemment. Je n'allais pas les appeler les éditions Alvarez, en plus un nom de métèque, vous imaginez. Dans la France des années 70, c'était mieux qu'aujourd'hui, mais quand même. Et alors, j'ai cherché longuement et je me suis dit le Regard, parce qu'en fait, je voulais faire... En fait, les éditions du Regard, c'est une collection que j'avais proposée à Flammarion, car dans les années fin 70, il n'y avait pas de livre d'art en France. Il y avait en général tous les 4 ans un livre chez Gallimard, et c'était tout. Et puis il y avait les Masno, Citat Masno, qui étaient de gros bouquins formidables, d'ailleurs je les ai tous. Mais c'était tout. Et puis il y avait quelques livres de photos aux chaînes. Enfin bon, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment nul. Il y en avait en Angleterre, il y en avait en Italie, mais pas en France. Et alors j'avais proposé à Charles-Henri Flammarion, qui était un ami, je lui ai dit, écoute Charles-Henri, je vais te proposer une série. Je voudrais créer une collection chez Flammarion de livres d'art. Alors lui était totalement emballé, mais le père Henri Flammarion, qui était encore à la présidence, et a perdu la tête. Il dit mais tu es fou, on ne va pas faire ça, et ça a capoté, ce qui m'a permis de créer les éditions du Regard. Alors après, évidemment, il fallait trouver ce titre, et j'ai créé les éditions du Regard. Alors comme j'étais jeune et qu'il fallait en plus, évidemment, faire le malin, je me suis dit, parce qu'on fait le malin quand on est jeune, après ça se tasse, et je me suis dit pourquoi le Regard? Parce que nos livres, parce que les images sont des mots, et les images sont des mots, et les mots recèlent des images. Et en fait, c'est ça, le livre d'art, dans mon esprit. Et si on regarde bien, vous parliez tout à l'heure de Daniel Arras, quand vous lisez Daniel Arras, vous vous rendez compte à quel point c'est juste. À l'époque, je ne connaissais pas encore Daniel Arras. Mais voilà, c'était ça l'idée. Alors après, quand vous parlez du Regard et de ce qu'on a fait, vous savez, travailler avec un artiste, j'ai toujours voulu travailler aussi avec des artistes contemporains. Parce que ce qui est important dans la carrière d'un éditeur, c'est de se colter, c'est de se confronter aux artistes, aux auteurs, aux écrivains. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt. Alors, il y a eu des collections, bien sûr, qui ne jouaient pas de ce jeu-là. Mais avec les plasticiens, j'ai toujours travaillé avec des artistes contemporains.
Je vais revenir, Julien Sérignac, dans l'art menacé du dessin de presse, qui est assez beau, voire assez bouleversant. C'est aussi la manière dont vous parlez de vous, et vous parlez aussi d'une rencontre à un moment donné qui ne s'est pas faite et qui revient. La manière dont vous parlez de la dette que vous avez vis-à-vis de ces dessinateurs, de ce monde. Vous dites la chose suivante, qu'on comprenne bien d'où je parle. J'écris avec l'humilité de celui qui se sent redevable et l'enthousiasme de celui qui s'apprête à faire partager ce qu'il a découvert, un goût nouveau pour le dessin satirique et la joie qui l'accompagne, une joie à portée de tous mais réservée à quelques initiés, une joie née des dessins eux-mêmes et du sentiment d'élévation qu'ils procurent. Et quelques lignes plus loin, vous dites « Ce livre s'adresse à ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'être contraints par les circonstances, d'être plongés dans le temple du dessin de presse. Je veux leur transmettre le plaisir de cette immersion forcée. » Dans la construction du livre, est-ce qu'il était évident de mêler à la fois une réflexion et une part, je dirais, plus autobiographique aussi, pour que le lecteur soit immergé aussi dans cette nouvelle découverte qui a été la vôtre de cette aventure extraordinaire d'avoir été directeur général de Charlie Hebdo? C'est presque le point de départ. Alors, il faut peut-être que je précise à quel moment j'étais directeur de Charlie Hebdo. J'ai été de 2017 à 2022, donc 2 ans, un an et demi, 2 ans après les attentats. Ne connaissant rien à la presse, ne connaissant rien au dessin de presse, n'étant pas un lecteur de Charlie Hebdo voilà, ayant uniquement eu la chance de faire la rencontre de Rhys, qui est donc le patron de Charlie aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une amie, parce que le journal cherchait à l'époque un directeur général, et elle a organisé cette rencontre, pensant que je pouvais être la bonne personne. Voilà. Donc je ne connaissais, encore une fois, rien au dessin de presse, et plus que ça, c'est-à-dire que j'avais défilé le 11 janvier comme 4 millions de Français, mais en revanche, quelques mois après, et très vite, d'abord, j'ai pas lu davantage Charlie Hebdo, et surtout, il y a des dessins que je voyais dans la presse et dans les réseaux sociaux que je trouvais vraiment très mauvais. Et je cite le cas d'un collaborateur qui affiche un dessin. Alors moi, j'étais directeur de cabinet d'une secrétaire d'État à l'époque. La secrétaire d'État à l'aide aux victimes, et une couverture faisait référence à un événement terrible, le crash de la Malaysian Airlines. Et donc Rhys avait fait un dessin autour de ce thème-là, et donc le collaborateur l'affiche dans nos locaux, et moi je trouve le dessin vraiment mauvais, de mauvais goût, je trouve presque dépassé, enfin voilà, je trouve que ça ne résonne plus avec notre époque. Bon, voilà. Et il se trouve qu'après, donc, je rencontre Rhys et l'équipe du journal, et que là, vraiment, c'est une forme d'éblouissement. Enfin voilà, je découvre un monde qui m'était complètement inconnu, et à côté duquel j'étais passé. Et j'ai passé 5 années, donc de 2017 à 2022, au sein de la rédaction, magnifique, parce que j'ai vu les dessinateurs travailler, réfléchir, créer, à force d'échanger entre eux, de gommer, de travailler, etc. Et je me suis rendu compte effectivement de la qualité des dessins, et en particulier de ceux que je trouvais très mauvais et les plus choquants. Voilà. Et donc j'ai eu envie de partager ça, parce que je me suis dit, quel dommage que... Enfin, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Déjà, au premier rang desquels ma compagne, qui maintenant est une lectrice de Charlie Hebdo et qui n'aurait jamais ouvert ce journal-là avant de le découvrir, parce que j'y travaillais. Et donc voilà, j'ai eu envie de partager ce cheminement et ce que j'avais découvert pendant 5 ans. Voilà. Vous parliez justement, vous évoquiez la figure de Rhys, on va l'entendre. C'est dans une interview qu'il a donnée à France Inter, nous parler de l'importance et de la part universelle dans le rire, puisque vous dites au chapitre « Qu'est-ce qui est drôle là-dedans ?» Le premier bonheur du dessinateur, c'est de rire et de faire rire avec un crayon. On va entendre la voix de Rhys. Ben, ça définit pas seulement Charlie. Moi, je pense que c'est un aspect de la nature humaine. Tout le monde a envie de rire et a besoin de rire, quelles que soient les cultures, les pays, les civilisations. Le rire est présent partout dans la culture humaine. Donc, abandonner le rire, c'est abandonner une parcelle d'humanité. Et donc voilà,
pour nous, ça nous semble évident. Et en plus, s'il y a quelque chose d'universel dans le rire, c'est que là, on a publié des dessins faits par des dessinateurs qui viennent de 28 pays différents. Tout le monde, c'est des dessins qui dessinent Dieu, qui ironisent sur Dieu. L'ironie, le rire, c'est universel. Voilà, c'est un langage universel et Charlie est un journal universaliste et c'est une manière aussi de transmettre des idées, de partager des idées grâce au rire. Et c'est le titre de votre édito, increvable et universel. C'est ça que vous retenez 10 ans après. Ben oui, moi, ce que je constate, c'est que souvent, on veut toujours franchouillardiser Charlie et l'esprit Charlie en disant il n'y a qu'en France que ça existe, mais en fait on s'aperçoit dès qu'on va à l'étranger que les gens comprennent ce que c'est que Charlie. Il y a toujours des gens qui, entre guillemets, sont Charlie dans des pays parfois improbables, comme là dans ce numéro, il y a un reportage d'Antonio Fischetti au Nigeria où il a rencontré des gens qui sont des athées, qui se battent pour l'athéisme et qui connaissent Charlie et qui aiment Charlie. Donc partout dans le monde, il faudrait des gens qui comprennent ce que c'est que Charlie. Est-ce que justement par le rire, dans tout ce qu'il a aussi de choquant, est-ce que le rire peut justement, ou est source de progrès aussi, ou d'avancée sur des, que ce soit des faits de société. Vous l'avez évoqué avant, Julien Sérignac, par rapport à cette une du Crash. Est-ce que justement le rire est là aussi pour aussi désenclaver nos entraves psychologiques et mentales et nous permet peut-être aussi de nous faire évoluer sur certains faits de société? Oui, effectivement, vous l'avez très bien dit. Le titre du chapitre, c'est une citation. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Une citation de Cyril Hanouna, qui s'étonnait effectivement de certains dessins en les trouvant absolument pas drôles. Et de fait, il y a des dessins, alors il faut distinguer, il y a des dessins qui sont vraiment faits pour faire rire, d'autres qui sont faits pour faire réfléchir et qui ne passent même pas par la case rire. Voilà, donc il y a vraiment différents types de dessins. Et le rire, quand j'entends le rire dire le rire est universel, certes, mais après il y a des rires et puis il y a des formes de rire et puis il y a des formes d'humour qui ne sont, elles, pas universelles. De la même manière que quand on parle l'art est-il facteur de progrès humain, tout dépend de quel art on parle, de quelle forme et de quelle production, de quelle production on parle. Après, le rire, effectivement, c'est le propre de l'homme et donc le rire est un des chemins pour effectivement mettre en marche la pensée. Et donc, à ce titre-là, on peut considérer que c'est un facteur de progrès. Je voulais vous demander, José Alvarez, le regard aussi, votre regard sur le dessin de presse et sur les dessins de Charlie Hebdo. Est-ce que vous-même êtes un lecteur et est-ce que vous pouvez regarder un tableau comme vous pouvez regarder certains dessins de Charlie ou même son ancêtre Harakiri? Harakiri. Pardon, oui. Moi, j'adorais Harakiri. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu parce que... Alors, je reviendrai sur Charlie Hebdo, mais en fait... Pour moi, c'est vraiment Harakiri mon meilleur souvenir, si j'ose dire. Alors après, et Charlie Hebdo, mon pire souvenir. Et au fond, bon, il y a quand même une grande filiation entre Charlie Hebdo et Harakiri. On ne va pas entrer là-dedans. Tout à l'heure, il y avait justement un des directeurs aussi, voilà, descendre du train, et qui lui en parlerait très bien. Mais non, Charlie Hebdo... J'ai moins été friand de Charlie Hebdo, alors que j'étais un lecteur assidu. Je crois que j'ai même dans des réserves quelque part tous les Harakiri qui sont sortis à l'époque, du début du premier au dernier. Et puis, j'aimais toute la bande, Wolinski, Choron, enfin, certains sont allés après, comme Wolinski, par exemple, que je connaissais bien, et qui est allé ensuite qui était un être merveilleux, fantastique, et qui est allé ensuite chez Charlie Hebdo. Mais alors, Charlie Hebdo, très honnêtement, je n'en ai vraiment pris connaissance qu'au moment du drame. Parce que je l'avais lâché après, à la suite, donc, de ce que je viens de dire. Et puis, il y a eu ce drame atroce. Enfin, bon, et là, vraiment, ça m'a... oui, comme tout le monde, bêtement, stupidement, quand on les avait lâchés, mais voilà, on s'est rapproché d'eux. Et puis, très vite, je m'en suis relassé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sincère, hein, je ne veux pas jouer, même si notre copain est là, je ne veux pas jouer les... Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je m'en suis relassé. Pourquoi je n'ai pas suivi? J'étais comme tout le monde. Je ne suis pas réabonné, mais j'ai acheté tous les numéros après, etc. Alors pourquoi je n'ai pas continué? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais une question aussi, Julien Sérignac. Vous avez été 5 ans directeur général de Charlie Hebdo.
à quoi ça ressemble une journée type, justement, quand on vient après, justement, un tel drame. Enfin, à quoi ressemble une journée comme ça quand on est directeur général? Est-ce que toutes les journées se ressemblent? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je suis assez curieux par rapport à ça. Oui, je peux vous en parler. Non, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et en même temps, le métier, c'est le même que n'importe quel directeur général de n'importe quelle entreprise. Parce qu'il faut quand même dire qu'effectivement, il y a un journal, mais derrière, il y a toute une équipe. Et il y a une petite économie. C'est un journal qui vit sans publicité, sans actionnaire. Et donc, il faut aussi trouver une forme d'équilibre économique. Donc moi, c'était un peu ça mon travail. Et puis, d'essayer de faire qu'une rédaction est heureuse de venir travailler et se projette. Moi, c'est ce qui m'avait séduit quand j'ai eu ce premier échange avec Chris. Il m'avait dit, bon, là maintenant, il y a des questions qu'on a traitées, dont on a payé le prix le plus cher, qu'on avait anticipé déjà depuis plusieurs années, parce que la caricature de la une de Cabu, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par les cons, date de 2006, donc attentat en 2015. Il dit, mais maintenant, il faut qu'on voit quels sont les ennemis et quels sont les dangers à venir. Donc à cet égard-là, là aussi, ça répond un peu à la question. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour anticiper les menaces et les rendre visibles. Il y a cette phrase de... Alors là, pour le coup, c'est un artiste, Paul Klee, qui dit « L'art ne représente pas le visible, il rend visible ». Voilà. Et donc, il y a cette idée-là aussi avec le dessin de presse de rendre visibles les dangers qu'on ne voit pas et qui sont pourtant sous nos yeux. Mais pour répondre à votre question, donc moi la journée, c'est une journée assez... j'aurais du mal à vous en parler parce que voilà, c'est de traiter au quotidien des affaires pour que l'équipe fonctionne le mieux possible. C'est une équipe qui vit sous protection pour certains d'entre eux. Les locaux sont entièrement sécurisés, donc c'est très très lourd. Et en même temps, au quotidien, c'est quand même un endroit où moi j'ai eu énormément de plaisir à travailler parce que c'est à la fois très léger, très libre, on rigole, c'est très intelligent, ça foisonne d'idées. Voilà, donc c'est un environnement très particulier et en même temps, moi j'ai arrêté au bout de 5 ans parce que je suis donc fonctionnaire et au bout de 5 ans arrivé à la fin de ma période de disponibilité, donc de toute façon il fallait quitter le journal, mais il n'y a pas une journée où je me suis ennuyé, donc j'aurais du mal à vous présenter une journée type. Économiquement, le journal s'est bien redressé, je pense, non? Et continue de bien marcher ou pas? Des informations qu'on me donne, parce que évidemment je suis encore en lien avec l'équipe, je crois que ça fonctionne bien. Voilà, il y a une forme d'équilibre. En tout cas, moi, quand je suis parti en 2022, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un équilibre, même quelque chose de plutôt positif, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Non, parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est mon anti-islamisme farouche qui m'a continué d'acheter Charlie Hebdo. Et puis bon, au bout d'un moment, quoi, voilà, je me suis un peu lassé parce que je ne lisais même plus. J'ai honte, mais c'est comme ça. On fait tous des conneries. Et moi beaucoup. Mais mon anti-islamisme continue, plus féroce de jour en jour. Mais donc il faudrait peut-être que je rachète, oui, ne serait-ce que pour compenser mes faiblesses. En lien justement avec la table ronde, dans l'idée qu'aussi l'art, à un moment donné, va choquer, Anselm Kiefer le disait, va éveiller les consciences. José Alvarez, vous avez consacré un ouvrage à l'art au XXe siècle, un XXe siècle artistique, en vous interrogeant aussi sur les grandes œuvres aussi qui ont fait date, avec des œuvres évidemment célèbres. Et je voulais en évoquer une, pour faire le lien aussi avec Julien Sérignac, qui est directeur de la maison du musée Picasso, c'était les Demoiselles d'Avignon. Et on va entendre la voix du grand collectionneur et marchand d'art Daniel-Henri Kahnweiler, oui, qui va nous raconter la première fois qu'il a vu les Demoiselles d'Avignon. Qu'est-ce qu'il a ressenti? On va entendre sa voix. Ces œuvres m'avaient intrigué, mais je ne savais trop qu'en penser. C'étaient des œuvres presque toujours monochromes. Il y en avait dans des tonalités bleues et d'autres dans des tonalités roses. Tout cela me paraissait assez anachronique, car pour moi, à cette époque-là,
C'était la couleur qui était le problème principal de la peinture, la couleur telle que la traitaient les fauves. Et quand vous avez pénétré dans cet atelier, que vous avez fait connaissance avec Picasso, quelles toiles se trouvaient dans l'atelier? Eh bien, il y en avait certainement beaucoup, quelques-unes roulées, des dessins roulés aussi. Il y avait beaucoup de poussière par-dessus tout cela. Et il y avait un très grand tableau. Le tableau qui, depuis, a été appelé Les Demoiselles d'Avignon. Et quelle a été votre impression? J'étais stupéfait d'abord, ébloui ensuite. Il me paraissait que là, quelque chose se passait d'inouï, d'extraordinaire, d'admirable. José Alvarez, j'ai une question finalement assez simple. En quoi un tableau comme ça, en quoi une grande œuvre d'art, en quoi, ces tableaux-là changent quelque chose de notre rapport au monde? Est-ce qu'un tableau peut changer la vie aussi? Il y avait cette question-là aussi sur la littérature. Est-ce qu'un tableau, ça change la vie et ça change notre manière de comprendre le monde? Alors, je ne sais pas si ça change la vie. Très sincèrement, non. Mais il en faudrait beaucoup plus quand même qu'un tableau, je pense, humblement. Mais ce tableau est réellement exceptionnel, quoi. C'est une chose qui arrive chez un artiste. D'ailleurs, chez Picasso, c'est arrivé une fois, parce que, évidemment, ce jeune homme qui est au musée Picasso, cher Julien, pardon, hein, il est beaucoup plus jeune, je déteste les jeunes. Donc, il déteste Charlie Hebdo, il déteste les jeunes. Je ne sais pas comment on va finir. Alors en plus, au musée Picasso, non. Quand il était chez Livre Hebdo, au moins, j'avais un certain respect pour lui. Maintenant, musée Picasso, c'est l'establishment. Enfin bon, très bien. C'est bien pour lui. Hein. On va pas le plaindre. Non, ce que je voulais dire sérieusement, c'est que ce tableau, le premier, bon, c'est un tableau unique, enfin, je crois. Et ce qui me navre le plus, et après on parlera de Guernica, ne peut-être pas, parce que je vais vous laisser faire votre émission, enfin votre table ronde, et je n'ai pas à m'en mêler. Mais très sincèrement, ce tableau, vous connaissez un peu son histoire. Quand il a été peint par Picasso, Picasso a invité tous ses amis peintres, enfin ceux qu'il considérait comme Braque et autres. Et d'ailleurs, c'était le début du cubisme. Ce tableau était le démarrage du cubisme. Et le cubisme, en fait, c'était Braque, l'initiateur beaucoup plus que Picasso. Mais Picasso, qui était un génie malicieux, a immédiatement compris que c'était vers là qu'il fallait aller. Et comme il avait déjà peint les Demoiselles d'Avignon, il s'est dit, au moins je laisse cette autorité-là d'avoir été le premier, comme à l'école, dans la cour de récréation. Et au fait, c'est quand même Braque qui le plus a travaillé le cubisme, et à chaque fois, c'était les tableaux de Picasso qui étaient les plus intéressants, parce que Picasso était un génie, et c'est là où c'était son génie. Vous ne me contredirez pas, j'espère. Donc, en fait, il y a un moment, et donc ce tableau était dans l'atelier, et André Breton, qui s'occupait à l'époque de la collection de Jacques Doucet, le grand couturier, qui était passé du XVIIIe siècle au XXe, à la grande modernité, enfin la modernité vraiment qui pointait. Et donc Breton étant son conseiller, Breton a dit à Doucet, vous devez acheter ce tableau, c'est le tableau du siècle. Et avec toute l'arrogance et la force et enfin, tout ce qu'on sait de Breton, enfin, qui était quand même un drôle de loustique. Et Doucet a acheté le tableau. Et d'ailleurs, il a même fixé le prix, ce qui était rare. C'est dire à quel point l'importance de Doucet achetant une œuvre d'art à l'époque était importante, puisque même Picasso s'est laissé un peu faire sur le prix. Il pensait le vendre un peu plus cher. Mais enfin, Doucet l'a emporté. Et quand Doucet est mort en 29, il n'a même pas eu le temps d'apprécier son tableau dans son studio de Neuilly qu'il avait fait construire en fonction de ses œuvres admirables, parce qu'il n'y avait pas que ce tableau, il y en avait beaucoup d'autres, et puis surtout beaucoup d'œuvres art déco, des meubles, des objets, enfin on va pas les citer, c'est pas le moment. Mais donc la veuve s'est retrouvée, alors elle a donné quelques tableaux à la France, et puis, elle a proposé les Demoiselles d'Avignon à la France pour qu'ils l'achètent, et au prix qui était dérisoire par rapport à ce que Doucet avait payé. Mais elle, son intérêt, c'était que la France possède ce tableau et d'autres de la collection de son mari. Et la France ne s'y est pas intéressée. Ils ont trouvé ça, oui, pas mal, pas terrible. Non, on n'en veut pas.
Et finalement, et ça je trouve, alors ça c'est un autre débat, c'est une autre table ronde sur l'intérêt des œuvres ou non-intérêt, comment les pays, je ne parle pas que de la France, on est en France, je parle de la France, mais laissent passer des chefs-d'œuvre qu'ils ne devraient jamais laisser passer. Quand je pense que l'œuvre de Calder, qu'on aurait pu avoir pour rien, et que Giscard a laissé passer en considérant que c'était une œuvre nulle, ça c'est aussi un cas de figure, vous voyez. Mais ça, des cas comme ça, il y en a beaucoup, on en parlera une autre fois, la prochaine fois, invitez-moi pour ça. Avec plaisir. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, donc elle a mis ça entre les mains d'un marchand, et c'était pas Kahnweiler d'ailleurs, et ce marchand l'a vendu au MoMA de New York, alors que ce tableau devrait être chez nous, quoi. Voilà. Je voulais savoir, Julien Sérignac, quel rapport vous avez avec Picasso, mais plus précisément quand on est le directeur du musée Picasso, est-ce que vous avez un certain plaisir à pouvoir rester, contempler une œuvre pendant un instant, la nuit, le matin, le soir, quand le musée est fermé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certains tableaux, ou un tableau qui est comme une sorte d'ami, de compagnon, vers lequel vous revenez inlassablement? Alors, on n'a pas au musée Picasso les Demoiselles d'Avignon pour les raisons que vous avez exposées. On n'a pas non plus Guernica. C'est pas de votre faute. Hein. Non, voilà, merci d'avoir. Pour une fois. Donc, mais en dehors de ces deux chefs-d'œuvre absolus, effectivement, on a quand même la plus grande collection de tableaux de Picasso au monde. Et donc il y en a beaucoup, ça serait difficile d'en citer un. Je n'ai pas le privilège, effectivement, de pouvoir rester le soir quand il n'y a plus personne au musée pour des raisons évidentes de sécurité. En revanche, effectivement, je peux visiter le musée quand il n'est pas accessible au public. Mais en général, quand je visite le musée, quand il n'est pas accessible au public, je passe plus de temps avec les agents du musée qu'avec les œuvres elles-mêmes. Voilà, mais il y a effectivement plein d'œuvres qu'on ne se lasse pas de regarder selon toutes les époques, en fait. Enfin, voilà, c'est ça qui est génial avec Picasso. Et c'est là où l'enregistrement, pour revenir à l'enregistrement, c'est très fort. C'est-à-dire qu'avant même de parler des Demoiselles d'Avignon, ce que dit Kahnweiler sur la couleur, le bleu, enfin voilà, et l'impression qu'il a au départ, dont on entend que c'est une impression assez déroutée, hein, c'est-à-dire que c'est un choc, mais c'est pas qu'un choc esthétique, d'émotion ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est là où c'est toujours intéressant quand il y a un début d'émotion devant des tableaux ou des dessins, d'essayer d'aller creuser pour voir effectivement. D'aller creuser cette émotion-là et de l'interroger. Je vais revenir aussi sur le statut des dessinateurs, notamment à Charlie, et vous montrez très bien dans l'art menacé du dessin de presse à quel point aussi ces dessinateurs sont des journalistes, parce qu'ils nous permettent aussi de comprendre, d'analyser ce qui se passe, voire des éditorialistes, avec un dessin, à la fois avec le texte et l'image, et on va entendre deux voix, celle de Cavana et celle de Bernard Maris, qui justement explique en quoi un dessin, c'est à la manière d'un édito ou d'un grand article de presse. On va entendre d'abord la voix de Cavana, puis celle de Bernard Maris. J'ai commencé par être dessinateur moi-même. Hein. Ouais. Et je plaçais mes dessins. Ma foi, j'en ai vécu pendant pas mal d'années. Et je suis devenu rédacteur, un peu par la force des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il en fallait. Et peut-être que ça m'a amené à comprendre davantage le problème des dessinateurs. Et je ne sais pas s'il est valable pour tous les dessinateurs, mais pour ceux qui sont venus, qui viennent se joindre à nous dès les débuts de Harakiri, d'ailleurs, qui sont GB, Cabu, Reiser, Wolinski, Willem, tout ça, toute cette bande joyeuse qui est encore là, sauf ceux qui sont morts, c'est que ces gars-là, c'était des journalistes à part entière, c'est-à-dire des gars qui avaient des idées, qui voulait les exprimer, qui avait quelque chose à démontrer ou quelque chose à raconter, qui était capable de faire des reportages ou, comme Reiser, d'expliquer un truc scientifique en allant trouver le bonhomme qualifié et puis d'en faire quelque chose, une vulgarisation intelligente et drôle. Donc des vrais journalistes, pas seulement des gars chargés de mettre un petit peu de pimpant, un petit peu d'éclairer une page de texte, hein, comme ça se fait ailleurs dans les journaux qui se veulent humoristiques. Alors ces gars-là avaient quelque chose à dire, et tiens, t'as une page, raconte. Et ça s'est fait. Ces gars-là se sont épanouis, ont raconté des choses comme l'auraient fait des rédacteurs écrits,
Ils l'ont fait, et je pensais que c'était une forme de journaliste qui allait s'étendre. Eh bien non, c'est resté chez nous. Ça n'a pas été au bout. Charlie est vraiment insaisissable, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose du fait du dessin, qui est vraiment un édito pour moi, le dessin. C'est ça le dessin de Charlie. C'est chaque fois un petit édito qui, sur un sujet, fait une synthèse brutale, soudaine, qu'on ne peut pas exprimer autrement. C'est pour ça que je suis humblement, je dis que le dessin est primordial dans Charlie et que les dessins n'aèrent pas les textes, pas du tout. C'est plutôt les textes qui accompagnent les dessins, mais c'est vraiment un journal de grands dessinateurs. Plusieurs choses qu'on a pu entendre. Déjà, j'aime bien quand Cavana dit c'est des gens qui avaient des choses à dire. Voilà. Il y a aussi quelque chose à dire aussi à travers un dessin de presse, Julien Sérignac. Il y a quelque chose qui se dit et quelque chose qui est à dire. Oui. Juste pour rebondir sur une remarque de José Alvarez, il n'y a pas que Wolinski, effectivement, qui est passé d'Harakiri à Charlie Hebdo. Tous les noms qu'il cite qui sont des génies absolus, GB, Rézère, Cavana lui-même. Génial, Rézère. Ah Rézère absolument génial. Effectivement, ce sont des gens qui ont des choses à dire. Ce sont à la fois des artistes, parce que je pense que quand on dit génial, là, c'est vraiment presque le point de vue artistique. Enfin, même si c'est effectivement esthétiquement, c'est pas fait pour être beau, mais enfin, il y a un côté assez génial. C'est un très grand écrivain. Il aurait pu avoir le Nobel à la place du chanteur américain. À place de Bob Dylan. Voilà. Bah oui. Et donc effectivement, ce sont des gens qui ont des choses à dire parce qu'ils sont indignés. On en a parlé, et ça me permet peut-être de faire un lien avec le monde d'aujourd'hui, où effectivement on voit bien à quel point il est devenu difficile d'avoir un point de vue d'éditorialiste. Et je prends juste un exemple outre-Atlantique qui date de cette année, où vous avez cette dessinatrice qui a décidé de quitter le Washington Post racheté par Jeff Bezos. Donc là, on est vraiment Jeff Bezos, c'est quand même la figure, l'archétype du progrès au sens innovation. Voilà, on en parlait avant de venir. Enfin voilà, le père d'Amazon, et en même temps, donc qui rachète le Washington Post. La dessinatrice donc propose un dessin qui est refusé, quitte le Washington Post, et quelques mois après, c'était il y a quelques semaines, Jeff Bezos disant « Je ne souhaite plus avoir d'éditorialiste au sein du Washington Post ». Enfin voilà, donc on voit bien effectivement le monde dans lequel on va, et donc effectivement on ne souhaite plus avoir des artistes ou des dessinateurs qui ont des choses à dire, pour reprendre votre expression. Mais là on est en mars. Oui, à tout point de vue. Voilà. Oui, d'accord. Il y a aussi quelque chose à voir avec la résistance aussi dans l'art, enfin, que ce soit dans un XXe siècle artistique, José Alvarez, aussi avec la figure d'Helmut Newton, et évidemment avec les dessinateurs de presse. Je voulais vous faire entendre une autre voix, celle de Deleuze, qui avait consacré une conférence à la FEMIS sur justement la résistance, et on voit bien à quel point aussi le dessin de presse, aussi c'est un pour faire le lien aussi avec cette table ronde en tant que progrès humain, c'est ce qui nous permet de résister aussi. Ce sont presque des îlots encore de résistance. On va entendre la voix de Deleuze et je vous poserai ma question après. Il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit « c'est la seule chose qui résiste à la mort ». Je dis, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Ben, je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute... il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère,
pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Julien Sérignac, vous dites dans votre livre, le dessinateur de presse, c'est un peu cet esclave qui veut libérer ses compagnons, son geste, cet acte de résistance qui n'est, et vous citez Deleuze, ni information ni contre-information, est guidé par son goût pour la liberté et la vérité. Cet acte de résistance, c'est aussi un acte de progrès aussi, parce que c'est un acte aussi courageux. Oui, alors ça peut être tout dépend ce qu'on entend par là, comment on définit le terme de progrès, mais effectivement, ça peut être de résistance au progrès. Au progrès technique, au progrès quand il est effectivement, quand il n'est pas libérateur. Effectivement, en fait, ce que je cite, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que c'est un extrait d'une conférence de Gilles Deleuze à l'IDEC, qui est l'ancêtre de la FEMIS, et j'ai vu d'ailleurs, j'échangeais avec la directrice de la FEMIS, disant nous on change le monde. Je me demandais quelle était quelle était la spécificité de la FEMIS. Par rapport aux autres écoles de cinéma, elle me disait nous on change le monde. Il y avait cette idée-là qui était discutable, mais de dire en fait l'art, il y a différentes formes d'art. Il y a ce livre que moi j'aime beaucoup, qui est tout petit, très court, qui est Vers l'uniformisation du monde de Stefan Zweig, où il prend des exemples de formes d'art, le cinéma notamment, mais pas uniquement, la danse aussi, en expliquant comment ces formes d'art peuvent être contaminées, touchées par le progrès humain et le divertissement et en gros par un germe qui est terrible, un bacille qui est terrible, qui est le fait de ne plus vouloir faire d'efforts. Parce que l'acte de résistance, malgré tout, c'est un effort. On parlait de rester devant un tableau. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est un effort. C'est-à-dire qu'à un moment, de faire marcher son cerveau, c'est un effort. Et l'acte de résistance, c'est celui-ci. C'est-à-dire dans un monde où tout effort est mis de côté, devient de plus en plus insupportable, l'acte de résistance, c'est celui qui nous pousse à penser, à réfléchir. Et je crois qu'effectivement, c'est ce qu'essaye de nous dire Deleuze. José Alvarez, est-ce que vous retrouvez aussi dans Deleuze qui dit... Pardon, madame, je n'ai rien entendu de ce qu'a dit Deleuze. Parce que je suis dur de l'oreille, et là, vraiment, je n'ai rien compris. L'enregistrement était un peu... non, mais je n'ai rien. J'ai fait un effort, pourtant, mais je n'ai rien entendu, alors que j'ai la plus grande admiration pour lui. Mais là, je n'ai rien compris. Entre l'œuvre et l'acte de résistance, il disait que l'art, c'était la seule chose, pour citer Malraux, qui résiste à la mort. Et créer, c'est pour Deleuze résister. Ah ben bien sûr, c'est un acte de résistance absolue. Et d'ailleurs, les très 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 grands artistes, on parlait tout à l'heure de Kiefer, s'ils se laissaient aller aux attaques qu'ils reçoivent et autres, ils ne créeraient pas. Vous avez le livre d'Helmut Newton, là, c'est pas le livre sur Helmut Newton, c'est un livre que j'écris sur le couple d'Helmut Newton, donc avec sa femme. Et c'est la même chose. C'était un être jusqu'au boutiste, c'est un homme qui ne s'est jamais plaint de son sort. Il a eu quand même un sort particulier. Il est né en 1920. Il vivait dans une famille berlinoise qui était l'intelligentsia de la famille juive berlinoise, des juifs berlinois. Et le père a été un des premiers à être embarqué. Vous connaissez évidemment les lois raciales de 1933 et tout ce qui s'est passé par la suite. On ne va pas développer ça ici. Mais donc lui en a été terriblement, il en a beaucoup souffert. Il a dû s'expatrier à l'âge de 18 ans sans rien, alors que c'était un enfant qu'on conduisait à aller à l'école américaine parce qu'il ne pouvait pas aller dans les écoles allemandes parce qu'il était juif en limousine, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avoir de chauffeur, etc. Bref, une vie quand même très forte au départ. Et il se retrouve à Singapour, puis ensuite en Australie,
avec comme seul bagage son talent de photographe, enfin qui n'était pas encore un talent. Il avait appris la technique chez une très bonne professeure, une femme, mais ensuite il n'avait que ça. Et par exemple, il n'a jamais fait de son drame personnel son fonds de commerce. Il n'a jamais dit qu'il était juif, il l'a dit, tout le monde le savait évidemment, mais il l'a caché, il a tout mis, toute sa tristesse, toute sa violence, tout ce qu'il a subi, les horreurs, il les a mises dans son œuvre. Et personne n'a compris ça, évidemment, parce que personne ne cherche jamais vraiment à regarder. Et le regard est tellement important et les gens ne savent pas regarder. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais dès qu'une image, un soupçon de lumière, de contre-jour vous arrête sur une image, une photo ou un tableau, passez du temps avec, parce que on ne peut pas comme ça passer en face, surtout aujourd'hui où il y a tellement d'images épouvantables en plus qui passent partout et n'importe comment. Enfin bref, non, je dois dire que si Helmut Newton n'avait pas eu cette persévérance, ce souci comme ça, et en même temps de se fiche de tout, le vrai créateur, le grand créateur, c'est celui qui vit avec son œuvre, pour qui rien d'autre ne compte, ni femme, ni enfant. Ce sont des monstres, les grands créateurs, mais vraiment d'authentiques monstres. Moi, j'en ai connu un certain nombre, j'en connais encore, je les vois toujours. Ils sont adorables, exquis, extrêmement amicaux, mais je suis persuadé, je l'ai dit à Anselme Kiefer une fois, il y avait une conservatrice, il faisait une exposition au musée Rodin. Et puis cette conservatrice était totalement exaltée par Kiefer, qui est un homme impressionnant, je dois dire, intellectuellement sympathique, enfin vraiment, qui est dans la vie aussi, vraiment, quand il est dans la vie, mais très peu de temps par jour, ou même par an. Et nous allons dîner après avoir travaillé, et je dis elle s'appelait Bénédicte de son prénom, je dis à Bénédicte, mais Bénédicte, à qui êtes-vous en train de parler? Mais à Anselme, je parle d'Anselme. Mais je lui dis, mais vous n'avez rien compris, l'homme que vous décrivez, c'est pas lui, ce n'est pas Anselme. Et je lui dis, vous savez qu'Anselme est un monstre. Moi, il est mon ami, mais moi, je ne suis pas son ami. Et il le sait. Et moi aussi, je le sais, grâce à Dieu. Et elle est restée comme ça, stupéfaite. Elle me dit, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille de votre ami? Et j'ai dit, Anselme, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, les yeux dans les yeux, c'est triste, mais tu as raison. Voilà. Elle était ravie, elle a vu sa réponse. Non, vous savez, il n'y a que l'art est une chose très très forte, beaucoup plus importante. La littérature aussi. Hein. Il se trouve qu'aujourd'hui, les gens qui se disent, qui vendent des livres, ne sont pas des romanciers, ce sont des gens qui font des romans de gare, comme autrefois il en existait. Et les livres, voilà, il y avait cette semaine, la semaine ou le jour de je crois, de la lecture. Mais c'est lancé par qui? Par des auteurs qui sont des romans, qui publient des romans de gare. Le docteur suisse, là, je ne sais plus son nom, Fuenquinos, tous ces gens-là, c'est pas de la littérature, c'est autre chose. Mais on en est arrivé aujourd'hui où il y a une telle déperdition de la culture, de la littérature, de l'art, de tout, les films, le cinéma aussi, les films français en tout cas, ce sont pour les trois quarts, je ne dis pas qu'ils le sont tous, ce sont des films pour les plateaux télé. Mais qui juge de ces films? Qui les critique? Qui dit que c'est bien ou pas bien? Ce sont des journalistes qui ne connaissent rien au cinéma, mais qui trouvent ça génial parce que les comédiens sont des copains, c'est sympathique, ils sont tous, et ils animent leur plateau. Mais ce n'est rien de plus. On est dans une situation, nous sommes dans une époque très, très, très compliquée et pour moi désastreuse. En complément à ce que vous venez de dire aussi par rapport à la figure d'Helmut Newton, je voulais vous faire entendre sa voix. Et il nous disait à quel point c'était difficile de faire de bonnes photos, puisqu'elle devait être aussi mue par la nécessité. On va entendre la voix d'Helmut Newton. Oui, allez-y. C'est facile à faire des photos, tout le monde peut le faire. Un jour, j'ai donné à la femme d'un ami qui est un peintre australien, elle est aveugle. 90% aveugle. On a eu une compétition qui fait la meilleure Polaroid, c'est elle, l'aveugle, qui a fait le meilleur. C'est très facile à faire des photos, c'est très difficile à faire des bonnes photos. Le plus on fait, le plus difficile ça devient. Pourquoi? C'est un problème d'idée? Il
faut d'abord avoir l'idée et ensuite photographier l'idée? Je crois que chaque photographe est différent. Moi, il me faut une idée de base. June dit souvent, elle a dit, et quand on est quelque part, elle dit, tu vois la fille là, est-ce qu'elle n'est pas splendide? Et j'ai dit, oui, en effet, elle est très très belle. Et pourquoi tu ne la demandes pas, ou tu veux que je demande J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Juste photographier une jolie fille, c'est pas assez. Il faut avoir une raison d'être, il faut avoir un lieu, il faut avoir une motivation. Alors je fais ça jamais. Si j'ai pas quelque chose dans ma tête, je peux pas. Helmut Newton nous parlait justement de cette raison d'être, cette motivation, cette raison d'être, cette motivation pour faire une bonne photo. Est-ce qu'il y a aussi un apprentissage aussi du regard quand on regarde justement des photos, et est-ce qu'on ne doit pas aussi combattre ce que certains philosophes parlent de l'économie de l'attention, c'est-à-dire que notre attention est happée en permanence par énormément de choses, notamment aussi par les écrans, et est-ce que la photo c'est aussi une manière à un moment donné de laisser le temps aussi un peu et de prendre du temps aussi par rapport à une société qui va très vite. Je n'ai pas, encore comme pour Deleuze, je n'ai pas du tout compris ce que disait Newton, mais c'est pas grave. Je connais j'ai tellement entendu de fois. Non, d'abord je voudrais dire une chose, c'est que Helmut Newton était un gentleman. Et toutes les filles qu'il a photographiées, les femmes aussi, il a fait beaucoup de portraits, les hommes, il a fait énormément de portraits. Et il était un gentleman. Par exemple, il n'a jamais demandé à une femme, un mannequin, de se déshabiller devant lui. C'était une chose qu'il n'aurait jamais demander. Il avait le souvenir, évidemment, je ne vais pas l'évoquer ici, tout le monde aura compris, donc des femmes nues, des hommes nus, etc., maltraités comme des bestiaux, etc. Donc il n'a jamais demandé à une fille de se déshabiller, il ne pouvait pas. Il lui demandait, il regardait le pressbook, il lui posait des questions sur elle, ce qu'elle aimait, etc., etc. Et puis après, il faisait les photos. S'il la choisissait pour les photos, il faisait les photos. Puis devant l'appareil, alors là, c'était taillable et corvéable à merci. Il voulait sa photo. Parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait toujours. Et pour répondre à votre question, chez lui, c'était toujours pensé, mais en amont. Vous savez, il faisait une photo quand elle était en place, ça prenait 5 minutes. À toute allure, vraiment à toute allure, parce que tout était pensé, tout était... Vous savez, ces photos, c'était comme des scènes de cinéma, des scènes de film. On lui a souvent dit que ça ressemblait à du cinéma, et on lui a souvent demandé de faire des films, et il n'a jamais voulu le faire, parce qu'il disait, je suis photographe, je ne suis pas cinéaste. Et il avait raison, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un autre métier. Mais c'était un être d'une telle exigence et d'une telle précision qu'il savait exactement ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait rendre, l'esprit, l'ambiance, le climat, enfin, tout était déjà parfaitement en place chez lui. Donc, ça paraissait simple. Une fois, il a travaillé, ça c'est une petite anecdote amusante, il travaillait, il faisait les grands nus. Je ne sais pas si, pour les personnes ici qui connaissent les grands nus, c'est une chose importante dans l'histoire de la photo. Alors pour le coup, ça a été montré chez la Galerie Templon en premier en 81. Ensuite, ils ont été exposés dans le monde entier et aujourd'hui, ces grands nus se vendent des fortunes. Mais lui, il n'a jamais considéré la photo comme... Il a toujours pensé que les photographies étaient des Kleenex. Il fallait les faire et les oublier, ne plus... Voilà. Il n'a jamais été collectionneur, il n'a jamais été tout ça. Mais il ne pensait même pas que ça pouvait se commercialiser. Mais c'est le marché qui en a fait ce que c'est devenu. Mais quand il faisait ses grands nus, moi j'ai une amie, celle qui est dans la couverture, la Violetta, la couverture de mon roman que vous avez là, c'est cette fille. Et donc qui était son mannequin très longtemps, et pour les nus surtout, parce qu'il avait une relation avec elle, amicale, et il s'amusait. Et puis en plus c'est une fille qui voilà, elle était nue comme habillée, enfin elle était même mieux encore nue qu'habillée, enfin, c'était une nudité parfaite. Et Helmut fait une photo avec elle qui était très Troisième Reich. Elle était très mince, très maigre, sur des talons assez kilométriques, je dois dire, coiffée comme ça en arrière, le monocle, et dans une lumière, photo magnifique, elle est dans ce livre-là d'ailleurs, dans celui que vous avez là. Et donc, il lui dit... Alors, il fait la photo, et puis au bout de 2 clics, il dit « Violetta, j'ai ma photo. Mais s'il te plaît, on continue parce que je bande. »
Et elle le dit dans le livre, parce que je bande. Et Violetta, qui est une copine, qui est une fille très sympa en plus, et bon, qui sait de... Parce que, en fait, je vous dis, c'est un gentleman. Il n'était pas question pour lui de MeToo, de quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'a jamais eu de problème. Alors que pourtant, quand on voit ces photos, on se dit oh, ma mamie, aujourd'hui, elle serait infaisable, ces photos. Eh bien, il continue. Alors, Violetta a continué à faire quelques mimes, très peu comme ça, serrer les jambes, enfin, faire 2-3 gestes comme ça, un peu chaud. Et puis, il n'a plus fait de photos. La photo, il l'avait, c'était simplement pour lui faire plaisir. Et ça, c'est pour vous expliquer, Newton. Il y a 10 000 façons de faire des photos. Mais si vous voulez savoir comment lui faisait les photos, tout était tellement en place que ça prenait 3 minutes, pas jamais plus. J'avais une dernière question aussi par rapport à cette idée de progrès et au choc et à l'offense que peut constituer aussi une œuvre d'art, et notamment le dessin de presse. Julien Sérignac, vous évoquez notamment la figure d'un humoriste américain, new-yorkais, très intéressante, qui est Lenny Bruce. Certaines ont peut-être vu le film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Lenny. Et vous dites la chose suivante, et c'est assez passionnant. Reprenant la formule de Lenny Bruce, on pourrait dire aujourd'hui, il n'y a pas de dessin offensant, il n'y a que des esprits offensés. De fait, l'humoriste nous invite à nous poser cette question chaque fois que nous sommes face à une œuvre qui nous dérange. Pourquoi la trouvais-je offensante? Et avant justement que vous nous parliez de ce rapport du dessin d'art et de l'art de manière générale à ce qui peut nous offenser, on va entendre un extrait d'un des sketchs de Lenny Bruce qui est traduit tout de suite en français, et on peut à l'entendre aussi comprendre à quel point il pouvait aussi offenser, et c'est ce qu'il cherchait d'ailleurs, Lenny Bruce. Au fait, avant que je continue. L'obscénité. Ouais. Vous savez ce que veut dire obscénité, pareil? Si je fais un spectacle dégueulasse, ou utilise n'importe quel mot dégueulasse, si je décide de parler de porc, c'est mon droit en tant que citoyen américain de parler de porc sur scène, même si ça dégoûte les végétariens, les juifs et les musulmans. C'est mon droit. Et si vous, là, les communistes, voulez supprimer ce droit de parler de jambon et de porc, pas de problème. Et maintenant, si je fais un spectacle vulgaire, que je chante des chansons de rock, juste le style le plus vulgaire, hein, mais ça, c'est pas obscène. L'obscénité a un sens bien spécifique. Stimuler votre lascivité, vous exciter. Et vous posez la question, qu'y a-t-il de dérangeant dans ce texte ou cette image? Et c'est la question qu'on devrait systématiquement se poser, c'est-à-dire qu'on a la réaction première, l'émotion même du choc ou de l'offense, mais c'est plus la question de pourquoi je suis choqué. Bon, alors là, je ne sais pas si tout le monde a entendu la traduction en français de cet extrait-là. Il y a d'autres... effectivement, la phrase de Lenny Bruce, c'est « Il n'y a pas de mots offensants, il n'y a que des esprits offensés ». Prenons l'exemple ou dans ses sketchs, du mot de nigger, enfin voilà, ou bien du terme interdit à la télévision de shit, et il fait tout c'est un autre sketch où il annonce le mot qui va venir, le mot interdit, il dit ça commence par un S, ça commence par un T, etc. Enfin voilà, il fait toute une allusion à ce mot-là, donc on comprend que c'est ce mot-là, l'esprit est préparé à être offensé, et puis il se retourne vers la caméra, et là il dit un autre mot qui est, alors j'ai plus la traduction, mais qui veut dire morve, qui est snot, je crois, enfin voilà. Donc qui correspondait à tous les caractères, mais qui n'est pas le mot interdit. Voilà. Et donc il conclut en disant effectivement il n'y a pas de mots offensants, il n'y a que des esprits offensés, et il illustre de cette manière-là. Et je trouvais que l'idée était intéressante, et je l'ai appliquée au dessin en considérant qu'effectivement ce qui compte c'est le regard qu'on a par rapport, plus que l'artiste ou l'œuvre d'art, ce qui est offensé, c'est vraiment celui qui regarde, le spectateur, et c'est là où c'était l'idée de ce chapitre-là, de dire que bon. Parce que là, je parlais du dessin de presse, des thématiques, de certaines thématiques où on considère que non seulement c'est pas drôle, mais en plus c'est offensant. Enfin, voilà, pour remettre en contexte par rapport au livre. Mais plus largement, si on fait la jonction avec notre conférence, je dirais que ce qui est effectivement intéressant dans cette question de l'art est-il facteur de progrès humain. Il est facteur de progrès humain si effectivement on est capable de partir.
ça rejoint tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, d'une position A avant d'avoir vu le tableau, le dessin ou la photographie, à une position B, éventuellement en étant passé par un point C, qui n'est pas le point direct de l'offense, mais qui nous a permis d'aboutir à un point plus intéressant et plus riche. Voilà. Merci beaucoup déjà José Alvarez et Julien Sérignac. On a un micro qui va pouvoir circuler pour ceux et celles qui auraient des questions à poser à nos deux auteurs ce dimanche après-midi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonjour, alors merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis étudiante en art et je me suis spécialisée en cinéma en 3e année. J'ai fait tout un dossier sur la fonction de l'art à travers l'histoire et surtout la question que je me suis posée et que je voudrais aussi vous poser à vous, c'est l'art est-il un moteur de progrès ou un simple témoin de l'évolution ? Ça c'est pour la thématique, mais c'est aussi une question pour Monsieur Sérignac. Comment être passé de directeur d'un journal de presse à directeur d'un musée ? Bon. La question que vous posez, elle me fait sourire. Je ne vais pas y répondre parce que c'est une question philosophique et elle me fait sourire parce que quand j'ai été invité pour cette table ronde, en fait, la réponse m'a paru totalement évidente. Je me suis dit, l'art est-il facteur de progrès humain ? Je me suis dit, c'est évident. Je vous laisse répondre dans quel sens. Et en réalité, je me suis posé plein de questions. Et dans toutes les questions que je me suis posées, à un moment, je me suis dit, je vais regarder ce que me dit ChatGPT ou Copilot, quoi. Et en fait, ce que vous dites, je ne sais pas si vous avez fait cette recherche-là, c'est la première réponse que m'a donnée ChatGPT. M'a dit, on peut se poser la question, est-ce que ça n'est qu'un reflet ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un moteur, etc. Moi, je pense que la réponse est évidemment oui, mais on a parlé de résistance. Charlie, c'est un journal qui est de temps en temps considéré comme plutôt conservateur aujourd'hui, ce qui est quand même complètement délirant quand on compare effectivement à l'époque Harakiri. Mais je pense que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on parlait d'uniformisation du monde, de monde univoque, je crois que le fait de résister au progrès technique, pas au progrès humain, est une manière de préserver le progrès humain. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si c'est une réponse à votre question. Je suis désolé. Il faudra poser d'autres questions à ChatGPT, mais enfin bon, voilà. Et sur la deuxième question, c'est assez simple. En fait, entre les deux, je suis retourné donc dans ma vie de haut fonctionnaire, donc je suis retourné à la Cour des comptes et j'ai contrôlé quelques établissements, dont la FEMIS, et puis le poste de directeur général du musée Picasso s'est libéré, et j'ai candidaté comme n'importe qui, voilà, et ça s'est bien passé. Voilà. Donc il n'y a effectivement pas de logique naturelle, mais de la même manière que quand je suis arrivé à Charlie, je pense que les échanges avec mes recruteurs potentiels les ont convaincus que je devais avoir le bagage pour, et puis surtout une forme de souplesse intellectuelle qui fait que, et qui est liée à notre sujet, qui fait que même si je n'étais pas un spécialiste du secteur en question, je pouvais apporter quelque chose. Une autre question, oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez éventuellement d'une artiste féminine dont on parle peu, qui est suédoise, qui était suédoise, qui s'appelle Hilma af Klint, qui est considérée comme une pionnière en matière d'art abstrait. Vous pouvez répéter le nom de cette artiste ? Hilma, H-I-L-M-A, Af, A-F, Klint, K-L-I-N-T. Je suis confus, je ne connais pas cette artiste. Vous me dites que c'est une artiste africaine. Suédoise. Ah on est très loin, donc. Mais pourquoi pas ?
Non, je ne la connais pas du tout. Que fait-elle? Quel type d'œuvre fait-elle? Mais vous pourriez en parler vous-même, d'ailleurs, puisque vous semblez bien la connaître et l'apprécier. Dites-nous qui elle est. C'est effectivement une pionnière de l'art abstrait. Elle a vécu fin 19e, début 20e, et elle baignait dans un milieu très scientifique, notamment son père, qui était ingénieur, et ça l'a emmenée sur un terrain complètement abstrait. Et effectivement, il y a eu une grande rétrospective Hilma af Klint aux États-Unis, à New York, et en France, on peine un peu à la reconnaître. Voilà. Donc vous confirmez qu'elle est parfaitement mal connue, et je suis gentille, en France. Et il n'y a donc pas eu d'exposition en France du tout sur elle? Alors, non, il n'y a pas de... On ne s'intéresse pas à cette artiste-là, alors qu'elle a fait des œuvres assez intéressantes. Il y a énormément d'artistes, hommes, femmes, qui, hélas, ne sont pas connus en France. Il faut reconnaître qu'il y a énormément d'artistes par le monde aujourd'hui, de grands artistes, et que moi, je me rends compte... Vous savez, il m'est arrivé, il y a 20 ans, de demander à un de mes auteurs d'écrire un livre pour moi, pour me faire plaisir, parce que je me sentais totalement dépassé, débordé par le nombre d'artistes qui arrivaient sur le marché, d'artistes très intéressants, mais qu'on n'arrive pas à capter. D'abord parce qu'on lit des articles étrangers, on ne va pas toujours dans les musées à l'étranger, hélas, c'est un peu moins qu'avant. Moi, j'allais beaucoup autrefois, maintenant c'est plus difficile. Et puis également, même en France, enfin, je veux dire, ce sont un peu toujours les mêmes que l'on revoit. Quand on regarde Pompidou, j'adore Kandinsky. Kandinsky, c'est un artiste remarquable. Enfin, non, c'était pas Kandinsky, d'ailleurs, c'était, pardon, non, il y a eu 2 expos Kandinsky, mais c'était pas Kandinsky, c'était, oh là là, mon Dieu, aidez-moi. Mais vous êtes là pour nous aider ou pas? Je sais, je suis bouillant, là. Non, mais vous savez, la grande exposition qu'il y a eu là... Brancusi. Bon, Brancusi, il y a eu 2 expositions magnifiques, énormes, à 18 ans d'intervalle. Je trouve ça un peu trop, personnellement, parce qu'on pouvait mettre quelqu'un d'autre à la place de Brancusi la 2e fois. Je suis désolé, surtout que la première exposition était on ne peut plus complète et vraiment exceptionnelle. Ça, c'est un point de vue critique, comme parfois je le suis. Mais effectivement, c'est un vrai problème, la représentation des artistes aujourd'hui. Parce que même si on est venu à un moment de l'histoire de l'art muséal où les vedettes, les vedettes, quand je parle des vedettes, ceux qui sont surévalués souvent, parce qu'il y a eu ce moment dans les années 2000 où ce n'est plus l'histoire de l'art qui jugeait de l'art, mais c'était le marché. Alors, ça tombe un petit peu aujourd'hui, c'est moins le marché que l'histoire de l'art, mais ça reste quand même le marché sur un plan international. Et donc, il est très difficile pour de très bons artistes, que je ne connais pas, mais que je ne demande qu'à connaître, de s'imposer parce qu'ils n'ont pas de cote. Oui, c'est ça. C'est pathétique ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Alors, quand on répond à cette jeune femme qui demandait « Que pensez-vous de la question qui est posée ?» dans votre colloque, évidemment que c'est une évidence. Enfin, je veux dire, pardon, mais pourquoi la poser? Puisqu'on sait que c'est vrai, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais d'un autre côté, je ne vous reproche pas de la poser. L'occasion de vous réunir tous les deux. Mais évidemment que c'est la réalité. Mais le problème est qu'aujourd'hui, on en parlait un peu en début de séance, c'est que il y a un tel gâchis, une telle déperdition des valeurs. Mais je ne parle pas des valeurs, alors là, de toutes les valeurs, et il y a d'autres gens pour en parler, mais des valeurs artistiques, culturelles, plastiques, architecturales, cinématographiques. Enfin, tout ça, c'est en train de se noyer totalement. Moi, je ne reconnais plus la quantité, la qualité, l'intelligence de la culture aujourd'hui, telle que je l'ai connue depuis, j'ai 78 ans. Donc, je suis sur le terrain depuis très longtemps, avec beaucoup d'artistes que j'ai fréquentés depuis les années 60. Par exemple, je donne un tout petit exemple. François Pinault organise une exposition, l'exposition d'ouverture, et il place au centre de la rotonde, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, enfin, vous pouvez voir des photos,
une grande sculpture d'Urs Fischer en cire. C'est la reproduction d'une œuvre italienne, d'une sculpture italienne de qui Bon, voilà. Ils sont nuls. Et je compte sur eux et je ne peux pas compter sur eux. Donc, il faut qu'on prépare les réponses ensemble. Ouais, ça va. Bon. Et alors, bon, ça va me revenir parce qu'en plus je la connais par cœur. Donc, bref. Et donc cette sculpture, alors tout ce que les journalistes, y compris du Monde et de Libé et de toutes ces, enfin bref, je ne vais pas avoir de jugement sur eux ici, mais j'en pense pas moins. Parlent de, ils disent la seule chose qu'ils ont à dire sur cette sculpture en cire avec une bougie en haut, c'est qu'à la fin de l'exposition, la sculpture se sera consommée totalement, il ne restera plus qu'une flaque de cire au sol. Bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et puis personne ne parle d'un artiste extraordinaire qui s'est suicidé, il s'est défenestré d'ailleurs, je crois, au Musée d'Art Moderne en 1972, et qui était un grand artiste Malaval. Regardez dans les dictionnaires, ou même sur Wikipédia, parce que maintenant c'est plutôt les Wikipédia que les dictionnaires. Regardez dans Wikipédia qui est Malaval. C'est un artiste qui a travaillé avec, justement, sur l'art de l'effacement, de l'épuisement, enfin, avec une philosophie très personnelle et très forte. Et il a créé énormément d'œuvres avec des bougies. Alors on voit un homme, j'ai des amis qui en possèdent, donc j'ai la chance, lorsque je vais chez eux, de voir ces œuvres-là. Mais c'est une série d'œuvres faites à base de bougies qui ont fondu, mais pas totalement. Enfin, parce qu'il arrêtait la fonte, la fonte, on dit la fonte, oui, à un certain moment, etc. Et c'est remarquable. Il n'y a eu aucun journaliste capable de comparer cette œuvre dont tout le monde a parlé, mal, bêtement, stupidement, crétinement, et d'évoquer Malaval et de son travail absolument inouï 60 ans plus tôt. Eh bien, on en est là en art en France. La presse est nulle. Et j'espère qu'il y en a ici. La presse est nulle et on a une déperdition, mais totale, des valeurs, des connaissances, de tout. Et ce qui m'inquiète plus, moi j'aurais plutôt axé l'émission, on n'est pas sur un plateau télé, heureusement, j'aurais plutôt placé cette réunion sur le fait où allons-nous. Ben, c'est pas ce que dit l'extrême droite, là, le beau gosse. Où allons-nous, où vais-je, ou je sais pas quoi. Non, parce que franchement, là, il faut arrêter l'hémorragie, c'est plus possible. Tout à l'heure, je parlais des romans. Il n'y a plus de romanciers. Les romanciers qui se vendent, ce sont des non-romanciers. C'est de la littérature de gare, comme on avait autrefois. Je n'ai rien contre la littérature de gare. Guy Descartes, qui était un grand littérateur de gare, qui vendait des milliers d'exemplaires, c'était un bon écrivain. Mais il faut quand même qu'on arrête de tout mélanger. Les gens ne lisent plus, ne savent plus lire. Les films sont des stupidités familiales sans intérêt qui ne servent qu'à remplir les plateaux télé. Elisabeth Lemoine qui dit « Ah, c'est un chef-d'œuvre, on vous a adoré, c'est tellement sublime, oh, j'ai pleuré. » Non, mais attendez, arrêtons les conneries. Non, c'est plus possible. Eh bien, c'est ça la culture en France aujourd'hui. Et ça ne fait qu'empirer. Alors, c'est la question qu'il fallait poser. Alors, quant à la question qui a été posée, oui, mais parti comme c'est, je crois qu'on est foutu. Une dernière question. On va terminer sur cette note d'optimisme ou de fatalisme. Ah, une dernière. Monsieur, vous devez nous parler de Guernica, me semble-t-il. Si j'ai bien entendu. Ça serait peut-être long, mais... Pour une prochaine. Ah non, parce que je comparais Guernica aussi, parce que l'histoire de Guernica est intéressante. Mais alors là,
Oui, ça va être un peu long. On a un train à prendre. Il y a toujours un train à prendre. Ici, c'est vraiment le goulag. Hein. Complètement. Vous arrivez à 1h, vous déjeunez à telle heure, vous reprenez le train à telle heure. Et j'ai même pas le temps de visiter la ville. Pardon. Je reviendrai. Une dernière question. Voilà, moi je me permets juste de terminer sur une note positive. Je ne serais pas aussi défaitiste que vous par rapport à l'état de la culture à l'heure actuelle. Il se trouve qu'en fait, on a une multiplication de médias. Effectivement, l'information circule beaucoup, partout, à un même niveau, mais il reste de la culture vraiment intéressante, accessible, si on prend la peine de la chercher. Voilà, donc je voulais juste terminer sur une note positive. Pardon, j'ai mal entendu. Non, c'est pas que je ne veux pas entendre votre critique, mais non, je suis prêt même à me faire casser la gueule, mais non, vraiment, j'ai des gros problèmes. Vous savez, j'ai perdu une oreille à la guerre, et vous parliez de Beaubourg. Non, pardon. Je voulais juste terminer sur une note un peu plus positive que ce que vous venez de dire par rapport aux médias, par rapport à la culture, où on la trouve. Il est vrai que les médias sont de plus en plus nombreux à l'heure actuelle et sont mis à un même rang, en fait, à un même niveau d'égalité. Il faut savoir faire le tri, mais pour moi, la bonne culture existe toujours. Il faut prendre le temps de la chercher, de la trouver, simplement. Donc je ne voulais pas être aussi défaitiste que vous, c'est tout. Non, mais je vous remercie et vous avez raison d'être positive. Vous savez, moi je le suis. Hein, je suis... non, je ne le suis pas. Non, mais j'aimerais l'être. J'aimerais l'être parce que je l'ai toujours été. Et depuis une vingtaine d'années, je sens que voilà, ça glisse sous mes pieds et que... Vraiment, mon fils a 55 ans, donc il se démerdera, mais franchement, et ses petits-enfants, c'est pas mon problème. Mes petits-enfants, c'est pas mon problème. Mais franchement, non. Je suis très pessimiste en ce qui concerne... Regardez ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de trouver un bon film français à voir. Vraiment. Quel type? Donnez-moi des idées. Et lequel me conseillez-vous? Ah oui, mais ça, oui. Mais je ne vois... Non, mais je dis français. Hein. Iranien, indien, chinois, machin, je les vois tous. Non, ils ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais ils sont quand même regardables. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. Merci à vous. Vous aurez l'occasion de pouvoir échanger et de pouvoir vous faire dédicacer l'un des ouvrages de nos deux invités, Julien Sérignac, L'art menacé du destin de presse aux éditions de l'Observatoire, et José Alvarez, Helmut et June Newton, Portrait croisé. Il y a également votre roman Avec la mort en tenue de bataille. Merci. Merci à vous deux. Merci.